Nous savons qu'entre 2025 et 2026, il y a eu une forte baisse du dollar américain d'environ 10%. Et je pense que beaucoup de gens se demandent ce que cela signifie. Un dollar plus faible rend les exportations américaines moins chères, mais les importations plus coûteuses, ce qui peut entraîner une hausse des prix des produits étrangers. Mais Michael, comment les stratégies politiques actuelles des États-Unis façonnent-elles l'avenir du capitalisme américain et des inégalités? Je pense que c'est une illusion de croire qu'un dollar plus faible aiderait l'économie dans son ensemble. D'une part, oui, cela rendrait les exportations industrielles plus compétitives par rapport à d'autres pays, si nous avions des produits industriels à exporter. Mais ce n'est pas le cas. Alors, quelles sont les exportations? Qu'est-ce que cela rendrait moins coûteux pour les étrangers? Eh bien, l'agriculture et le pétrole, les matières premières, sont les principales exportations, avec le matériel militaire. La plupart des exportations américaines ne sont pas compétitives en termes de prix, donc le taux de change du dollar américain ne les affecte pas vraiment. Mais lorsque le dollar baisse, cela signifie que les investissements étrangers aux États-Unis affichent une perte lorsqu'on les évalue dans les monnaies des pays européens ou asiatiques. Ainsi, tout investissement qu'ils réalisent ici est valorisé en euros, en RMB ou autre. Un dollar en baisse signifie que les investisseurs étrangers doivent déprécier la valeur en capital de leurs actifs, y compris leurs avoirs obligataires. Donc si le dollar baisse, et il a baissé à titre, il a baissé encore aujourd'hui, et ceci veut dire de cover des 15% toward saying. Cela signifie que même si les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, les gains que vous en tirez sont plus qu'annulés par la baisse du taux de change du dollar, surtout face à l'euro, ce qui se produit actuellement, mais aussi face à la monnaie chinoise et à d'autres devises, en particulier face à l'or, à l'argent et à d'autres matières premières libellées en dollars. Ainsi, tandis que Trump affirme qu'un dollar plus faible aidera à attirer les investisseurs étrangers aux États-Unis, la réalité est tout autre. Un dollar en baisse pénalise l'investissement étranger et cela n'aide pas vraiment les exportateurs américains, car nous n'avons pas tant de choses à exporter. Ce que nous essayons de faire, c'est de fixer le prix des exportations autres que les matières premières, à savoir la technologie de l'information, les plateformes de médias sociaux et les grandes entreprises de la Silicon Valley, comme des monopoles. Et les rentes de monopole sont indépendantes du taux de change. En somme, Trump utilise une économie de pacotille. Permettez-moi d'ajouter un petit complément à ce qu'a dit Michael. La valeur la plus importante que les droits de douane étaient censés apporter à l'économie américaine, si vous vous en souvenez, était d'inverser le long déclin historique de l'industrie manufacturière en tant que part de l'économie totale des États-Unis et de relocaliser, si je me souviens bien de cette expression astucieuse, les entreprises américaines. L'image, souvenez-vous, c'était Monsieur Trump apparaissant lors de séances photos avec une entreprise de vélo du Midwest et avec les motos Harley-Davidson, si je me rappelle bien, et ils allaient rapatrier leurs usines aux États-Unis. Eh bien, j'ai examiné une statistique simple. Les exportations manufacturières des États-Unis au cours de l'année où nous avons eu M. Trump comme président dans son second mandat. Et la statistique montre une baisse de 70 000 emplois manufacturiers. Je veux dire, c'est énorme. En d'autres termes, non seulement il n'a pas obtenu le grand essor espéré, mais il n'a même pas réussi à empêcher une baisse continue à partir d'un niveau déjà faible d'emplois manufacturiers, compte tenu de tout ce qui s'était passé auparavant, y compris pendant la première présidence de Trump. C'est donc un échec total.
Il faut se demander, étant donné l'incitation qu'un mur tarifaire crée, vous devez payer le tarif si vous produisez à l'étranger et vendez aux États-Unis, et vous évitez de le payer si vous déplacez votre production à l'intérieur du territoire américain. Il est donc clair que ce qui a dû se passer, c'est que d'autres facteurs ont surpassé les avantages que pouvaient avoir les tarifs douaniers. Et dès que l'on comprend qu'il y a toujours de nombreux éléments en jeu, il devient très facile d'identifier lesquels ont pu intervenir. L'un d'eux est la baisse du dollar. Pourquoi s'implanter quelque part si une partie de votre production implique des exportations présentes ou futures? Vous exporteriez depuis une monnaie en déclin. C'est une mauvaise affaire. Quelle que soit votre estimation de profit, vous devez la réduire en fonction de votre anticipation de la dépréciation de la monnaie, comme l'a dit Michael. Mais permettez-moi d'en ajouter encore quelques-uns. Au cours de l'année écoulée, vous avez vu le président des États-Unis déployer des armées de l'ICE dans plusieurs villes américaines successives, provoquant d'immenses bouleversements, tensions et conflits. Quel PDG sensé voudrait investir dans un endroit où cela se produit et où le président promet d'envoyer l'ICE dans de nombreuses autres zones urbaines dans les mois et les années à venir? Et les maires et gouverneurs de bon nombre de ces régions promettent de riposter. Le modèle pour tout le monde désormais, c'est Minneapolis et le Minnesota. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils se retiraient de tout le Minnesota. Ils ont été tellement affectés par l'incroyable succès de Minneapolis et la résistance à travers tout l'État. Donc, vous voyez des troubles et des difficultés, puis enfin, une incertitude sans fin. Au cours de la semaine dernière, ce qui m'a le plus marqué, c'est le va-et-vient entre les États-Unis et le Canada, le partenaire le plus pacifique et le plus ancien des États-Unis. Il y a une frontière de 3000 milles sans armement, sans véritable barrière, et pourtant, ils se menacent mutuellement. Le tarif augmente un jour, puis il baisse le lendemain. Même si vous croyez en la capacité de M. Trump à imposer des tarifs, nous avons également eu un vote à la Chambre des représentants, au cours duquel un nombre suffisant de républicains ont changé de camp. Ils ont voté contre le fait de lui accorder le type d'autorité tarifaire qu'ils souhaitaient dans le cas du Canada, et maintenant, ils les menacent dans leur carrière politique. L'incertitude que chaque PDG à qui j'ai parlé considère comme un facteur aussi déterminant que tout autre dans leur décision d'implantation, eh bien, M. Trump leur a apporté une énorme incertitude de toutes sortes, et par conséquent, ils ne vont pas s'y engager. Rappelons-le, déplacer sa production de la Chine à Cincinnati ou de São Paulo à la Californie prend du temps, coûte une fortune et perturbe profondément les activités de l'entreprise. Il faut être très confiant ou désespéré. Dans ces conditions, ils ne vont ni dépenser l'argent, ni prendre le risque de se lancer. Et voilà le résultat. Nous ne créons pas d'emplois du tout. C'est pourquoi il doit rester très discret sur cette statistique, car il est très difficile de présenter sous un jour favorable 70 000 emplois manufacturiers en moins à la fin de sa première année. Eh bien, il y a beaucoup de témoignages précis qui confirment ce que vous venez de dire. Mercedes et Volkswagen ont toutes deux utilisé le mot « incertitude », mais elles sont assez certaines que la dynamique dont nous venons de parler sur le marché américain n'est pas bonne. Elles ont en réalité investi en Chine, et si l'on regarde où vont ces investissements, elles affirment que la Chine est plus sûre. C'est un environnement politique plus stable. Et surtout, Taïwan. Taïwan, c'est là où Trump avait déclaré qu'ils allaient construire la plus grande et la plus sophistiquée entreprise de fabrication de puces informatiques au monde en déménageant en Arizona.
Puis, il y a quelques semaines, il a dit que Taïwan allait produire 40% de toutes ses puces aux États-Unis. Taïwan a réagi en disant que non, ils n'allaient pas transférer 40% de leur production aux États-Unis. No, we are not going to shift 40% to the United States. And in fact, we're having trouble proceeding. En réalité, nous avons du mal à avancer avec l'investissement destiné à construire cette immense usine en Arizona, car la main-d'œuvre américaine n'est pas aussi professionnelle que la nôtre. Et nous ne voulons pas que nos ouvriers et ingénieurs chinois soient expulsés, comme l'Amérique vient de le faire avec les ouvriers et ingénieurs coréens dans le Sud. Tous ces investissements étrangers que Trump a promis, de Taïwan, du Japon, 750 milliards, de la Corée, 350 milliards, de l'Allemagne, je crois 200 ou 300 milliards, tout cela est fictif. Cela n'a pas lieu. Et ce n'est pas simplement de l'incertitude. Ils ont une idée assez claire de ce qui est en train de s'effondrer ici. En regardant la télévision, ils peuvent être aussi certains que vous et moi de ce qui se passe avec l'économie américaine. J'ai été frappé par un rapport que j'ai lu récemment, la semaine dernière en fait. J'en ai pas tous les détails, mais il provenait d'une source d'information réputée. Il indiquait que durant l'année écoulée, en 2025, il y avait eu des discussions officielles entre le conseil d'administration de Mercedes-Benz et des responsables de haut niveau ici, aux États-Unis. Le sujet portait sur le fait que les États-Unis avaient invité Mercedes-Benz à transférer ses activités d'Allemagne vers les États-Unis et que cela avait été discuté pendant un certain temps. Mercedes-Benz a finalement décidé de ne pas le faire. Cela viendrait donc confirmer de manière très concrète ce que Michael vient de dire. Je veux dire, Mercedes-Benz fait partie intégrante de l'industrialisation allemande, au même titre que n'importe quelle autre entreprise. C'est comme Siemens, Volkswagen ou les autres. Ils ont eu leur chance. Ils ont examiné la situation. On leur a sans doute offert toutes sortes d'incitations pour le faire, et pourtant ils ne sont pas venus. Incroyable. Cela signifie qu'ils étaient prêts à décevoir les États-Unis. Je ne sais pas quel a été le rôle du gouvernement allemand, mais étant donné que Merz était autrefois à la tête de BlackRock en Allemagne, il est évidemment proche des Américains, etc., etc., ils ont tout de même choisi de ne pas le faire. Cela en dit long. Eh bien, Richard, toi et moi avons passé au moins 2 séances avec Nima à expliquer comment ces tarifs sont responsables de cette situation. Si les voitures sont fabriquées en acier et en aluminium, imagine maintenant une entreprise automobile venant de n'importe où et s'installant aux États-Unis, devant payer 50% de droits de douane sur l'acier qu'elle utilise et sur l'aluminium qu'elle emploie pour les voitures. Cela fait des États-Unis l'économie la plus coûteuse au monde pour la production automobile à cause des tarifs de Trump. Il est impossible de réaliser un profit dans ces conditions. Et si les constructeurs automobiles importent des pièces détachées et tous les autres composants nécessaires à la fabrication des voitures, la dépréciation du dollar va rendre ces pièces plus chères en valeur dollar. Ainsi, les investissements en dollars de ces entreprises automobiles aux États-Unis ne seront pas rentables. Trump a donc mis en place la situation suivante. Je veux que vous veniez vous installer aux États-Unis. Vous ne pouvez pas faire de bénéfices, mais je vais semer le chaos dans votre économie si vous ne le faites pas. Voilà, en résumé, ce qui se passe. Et d'ailleurs, si l'on regarde de près l'industrie automobile américaine, elle dépend de manière extraordinairement importante de pièces fabriquées en dehors des États-Unis. C'est une grande source d'exportation pour le Canada, par exemple. Des pièces automobiles fabriquées au Canada, expédiées pour devenir des composants. Et lorsque Trump, au cours du week-end, a imposé, si je ne me trompe pas, un tarif supplémentaire de 25% aux Canadiens pour freiner leurs exportations de pièces, les dommages collatéraux sont évidents.
les entreprises américaines vont devoir soit payer le tarif, soit se passer de la pièce. Il ne s'agit pas de pièces mineures. Ce sont des éléments comme des carburateurs et des composants de base. Elles devront donc se tourner vers d'autres pays sur le marché au comptant pour essayer de remplacer ce qu'elles ne peuvent plus se permettre d'acheter au Canada. Et cela va prendre du temps, être perturbateur et leur coûter au moins plus cher qu'auparavant. Eh bien, General Motors a annoncé hier ses résultats pour l'année dernière. Ils ont perdu $1 milliard. Oui, ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Excuse-moi. Et Ford a toutes sortes de problèmes. Ouais. Yeah. Michael, let me ask you. Oui. Michael, laissez-moi vous demander, lorsqu'il s'agit de politique populiste, comment cela affecte-t-il la confiance des entreprises et la stabilité économique? The economic stability. Eh bien, tout dépend du type de politique populiste dont on parle. L'économie politique classique, d'une certaine manière, était une politique populiste. Mais c'était la politique populiste du capitalisme industriel. Adam Smith, John Stuart Mill, c'était l'idéologie du capitalisme industriel. Les intérêts industriels voulaient faire de la Grande-Bretagne une économie compétitive à bas prix. Et la première chose qu'ils devaient faire était d'empêcher les intérêts agricoles d'augmenter le prix des denrées alimentaires par le protectionnisme agricole et les rentes foncières. C'était le thème central de l'économie classique. Et ils ont dit, eh bien, même si nous, les industriels, avons toujours voulu baisser les salaires et qu'il y a toujours eu une guerre de classe avec les travailleurs, nous devons accorder le droit de vote aux ouvriers afin de rendre la Chambre des communes plus puissante que la Chambre des lords. Et nous devons entreprendre une réforme parlementaire et nettoyer les bourgs pourris. On peut donc dire que le 19e siècle du capitalisme industriel était, en son temps, une politique populiste. Mais aujourd'hui, les capitalistes industriels ne dirigent plus réellement l'économie. Alors Trump arrive, et le rôle de la politique populiste semble se réduire à des mots et des slogans présentant les intérêts établis comme étant ceux de la population dans son ensemble. C'est ce que font les politiciens. Ils essaient de présenter les intérêts des groupes qui les ont mis au pouvoir comme une manière de gagner des voix, ou bien ils disent une chose et en font une autre. Et c'est là l'essence même de la politique. Dire une chose, en faire une autre. On peut voir ce que Trump fait avec MAGA. C'est la même chose. Dans le monde occidental, le capitalisme industriel a été remplacé par les intérêts financiers, et cela a transformé tout le concept de politique populiste. Une mesure populiste, par exemple, eh bien, Trump prétend rendre sa grandeur à l'Amérique, comme s'il s'agissait d'un programme populiste. L'une des véritables nouvelles lois populistes a été l'Agence de protection financière des consommateurs d'Elizabeth Warren, créée pour empêcher les fraudes bancaires et offrir aux déposants et aux clients des banques un traitement plus équitable. Trump a essentiellement aboli et paralysé cette agence. Le rôle de Trump en tant que populiste consiste à démanteler toutes les agences démocratiques de protection, celles qui protègent les travailleurs, les consommateurs, celles qui les protègent des monopoles. Il est exactement l'opposé d'un populiste, et pourtant il a remporté le vote populaire. Car que peut faire un populiste lorsqu'il soutient le populisme avec des contributions de campagne issues de politiques impopulaires? Il n'a vraiment rien à offrir. Alors, au lieu de mettre en avant le positif, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accentuer la haine. Trump dit, eh bien c'est vrai que je vais abaisser le niveau de vie, mais regardez le bon côté. Je combats les non-blancs. Regardez ce que je fais aux hispaniques. Regardez ce que je fais aux noirs. Je vous soutiens, vous, les vrais Américains.
I'm supporting you real Americans. That's his populist policy, and it's divisive. C'est sa politique populiste. Et c'est une politique clivante, division économique, lutte des classes, lutte ethnique, toutes sortes de luttes. Contre toutes les différentes formes d'identité politique que le Parti démocrate a tenté de créer comme alternative à l'identité commune des gens, quelle que soit leur origine ou leur race, celle d'être des salariés. Ainsi, le caractère même des politiques populistes a changé. Tout cela s'est déjà produit en Grèce. Aristote épertinton express que sepas. On utiliser as dictature du pays. You have a dictatorship and of an oligarchy, but then some oligarchs are fighting with. Mais ensuite, certains oligarques commencent à se battre avec d'autres oligarques, principalement les membres les moins prospères des familles oligarchiques, qui décident, comme l'a dit Aristote, de rallier le peuple à leur cause et de représenter une politique populiste. Ils instaurent une démocratie pour remplacer l'oligarchie. Mais les démocraties ont tendance à évoluer de nouveau vers une oligarchie. L'oligarchie abuse de son pouvoir oppressif, puis un nouveau réformateur apparaît. C'est un triangle politique éternel, de la dictature à l'aristocratie, à la démocratie, à l'oligarchie, puis à l'oligarchie qui se rend héréditaire avant d'être renversée. On pourrait donc dire que la règle de la politique populiste consiste à renverser l'oligarchie héréditaire qui prend la forme d'une aristocratie. Eh bien, l'Amérique est actuellement en train de rendre son oligarchie héréditaire par l'abolition de l'impôt sur les successions, par toutes les activités de Trump. Et ainsi, nous en sommes très loin. Nous ne sommes même pas dans l'état totalitaire qui provoque la réaction de ce qu'on appelait des tyrans à Corinthe, à Sparte, et plus tard même à Athènes. Nous n'en sommes pas encore là. Mais un jour, il y aura une politique populiste, à la manière grecque de Platon et d'Aristote, qui remettra en cause les intérêts établis. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons avoir, c'est la dégénérescence de la démocratie en démagogie.